C'est maintenant le second épisode de la première partie qui concerne les fondamentaux. Dans cet épisode, on va voir le détail de comment fonctionne un réseau de neurones, comment un réseau de neurones apprend et comment un réseau de neurones est utilisé. On va prendre un exemple pour rendre les choses plus palpables et, je l'espère, plus compréhensibles. Comme on l'a vu dans le premier épisode, un réseau de neurones artificiels est un modèle informatique inspiré du cerveau humain. Il est conçu pour apprendre à partir de données et pour réaliser des tâches comme la reconnaissance d'images, le classique distinguer un chat d'un chien, la prédiction, prévoir le temps qu'il va faire, ou la classification, une mammographie présente-t-elle un cancer ou pas. Voici les principaux concepts qui expliquent son fonctionnement. Un réseau de neurones est composé de nombreuses unités appelées neurones ou nœuds, organisés en couches, et ces différents neurones sont interconnectés entre eux. Comme déjà évoqué, chaque neurone reçoit une ou plusieurs entrées, effectue une opération mathématique, souvent une somme pondérée, suivie d'une fonction non linéaire, et produit une sortie. Quelle est l'architecture d'un réseau de neurones? On a une couche d'entrée, elle reçoit les données initiales, par exemple les pixels d'une image ou les valeurs numériques pour représenter un texte. Le nombre de neurones varie de quelques unités à 32 000 pour ChatGPT 4. Ensuite, on a plusieurs couches cachées. Situées entre la couche d'entrée et la couche de sortie, les couches cachées effectuent des transformations intermédiaires sur les données d'entrée. Le nombre de neurones d'une couche et le nombre de couches cachées est très variable. Dans ChatGPT, on aurait entre 80 et 120 couches et 15 000 neurones par couche. Dans Midjourney, on aurait entre 16 et 32 couches et entre 500 et 4000 neurones par couche. Je dis aurait, car le nombre de couches et le nombre de neurones dans chaque couche est gardé secret. Ce qui est sûr, c'est que chaque neurone ajuste automatiquement sa fonction d'activation, le poids des connexions et le biais, lors de la phase d'apprentissage. Et enfin, on a une couche de sortie. Elle produit le résultat final, que ce soit une prédiction, une classification ou toute autre chose. Par exemple, pour ChatGPT, on a autour de 50 000 neurones de sortie dans la couche de sortie. Pour Midjourney, et pour une image de 512 par 512 pixels, on a 786 000 neurones. Mais dans les faits, c'est moins, car il y a de l'optimisation. L'organisation des connexions entre les différentes couches de neurones dépend du type d'application. C'est soit total pour du texte, soit partiel pour des images. Une caractéristique souvent évoquée est le nombre de paramètres d'un réseau. Il est égal au nombre de neurones de la couche d'entrée, plus tous les poids et biais utilisés pour les connexions entre les neurones des couches cachées. On dit que le nombre de paramètres reflète la complexité et la capacité du modèle. Par exemple, pour ChatGPT 4, il y aurait plus de 500 milliards de paramètres et seulement 990 millions pour Midjourney. Pour essayer de mieux comprendre comment est configuré un réseau de neurones, on va prendre l'exemple simple de la reconnaissance des chiffres manuscrits et comprendre la structure du réseau de neurones nécessaire. L'objectif est ici de reconnaître, en partant d'une photo numérique d'un chiffre, le chiffre qui est représenté. Il est bien sûr compris entre 0 et 9. C'est un problème très classique de reconnaissance de caractères. Ce problème est présent dans le monde bancaire pour l'analyse automatique des chèques bancaires. Chaque image à décoder fait par exemple 28 par 28 pixels. On a un chiffre par image. Le niveau de gris de chaque pixel est évalué entre 0 pour le blanc et 255 pour le noir. Sur l'exemple, on voit le codage de l'image du chiffre manuscrit 8. La sortie est donc un chiffre entre 0 et 9. Dans notre exemple, c'est le chiffre 8. Donc au final, la configuration possible et simplifiée pour un réseau de neurones dédié au décodage de photos de nombres manuscrits est la suivante. Pour la couche d'entrée, chaque neurone reçoit un pixel de l'image du chiffre. Donc on a 28 x 28, soit 784 neurones. Pour la couche cachée,
On utilise ici une couche avec 128 neurones. Pour la couche de sortie, on va avoir 10 neurones, 1 neurone par chiffre de 0 à 9. Attention, le schéma que l'on représente ici n'est pas exactement cette configuration. La mise en œuvre de tout réseau de neurones suit 2 phases distinctes. On commence par la phase d'apprentissage, que l'on appelle aussi l'entraînement. Au démarrage, les poids et biais sont initialisés aléatoirement pour tous les neurones. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être initialisé avec des valeurs moyennes. Ça dépend. Dans notre exemple, on présente une image en entrée, le premier 2, et on laisse le réseau calculer la sortie avec les valeurs de poids et de biais actuelles. Ensuite, on calcule l'erreur, la différence entre eux, avec l'attendu, ici le chiffre 2. L'erreur est propagée en sens inverse à travers le réseau pour ajuster automatiquement les poids et les biais. On obtient une nouvelle valeur pour tous les biais et tous les points. On itère sur chaque image disponible. On peut éventuellement repasser une image plusieurs fois. Et si tout se passe bien, les valeurs des poids et des biais doivent se stabiliser. C'est alors la fin de la phase d'apprentissage. Le réseau a appris à reconnaître les chiffres manuscrits. Ensuite vient la phase d'utilisation du réseau de neurones. À ce moment, les valeurs des poids et des biais sont figées. Ce sont celles déterminées lors de la phase d'apprentissage. Dans notre exemple, la phase d'utilisation est simple. On présente une image quelconque d'un chiffre et l'activation du réseau doit fournir la bonne sortie, reconnaître le chiffre manuscrit. Dans notre exemple, il existe un jeu de données disponible gratuitement, la base de données MNIST. Cette base, pour MIX ou Mixed National Institute Standard and Technology, est la base de données de chiffres écrits à la main. Est une base de données de chiffres écrits à la main. C'est un jeu de données très utilisé en apprentissage automatique. Ce jeu de données est un bon test pour les algorithmes d'apprentissage. Ce jeu de données regroupe 60 000 images d'apprentissage ou d'entraînement et 10 000 images de test. Ce sont des images en noir et blanc, normalisées, centrées, de 28 pixels de côté. Je vais maintenant évoquer plus formellement comment un réseau de neurones apprend. C'est grâce à l'algorithme de rétropropagation. Le principe est que le réseau ajuste ses poids automatiquement en fonction de l'erreur qui vient d'être calculée. Voici les grandes étapes. La première étape est l'étape avant. Durant cette étape, les données sont propagées à travers le réseau, couche par couche, jusqu'à la sortie. On utilise les valeurs en cours des poids et des biais. Et donc, les entrées déterminent une sortie. La seconde étape est le calcul de l'erreur. L'erreur est mesurée en comparant la sortie du réseau avec la sortie attendue, la valeur souhaitée pour l'entrée fournie. Cette erreur est quantifiée par une fonction de perte, c'est le décalage entre la sortie fournie et la sortie attendue. La troisième et dernière étape est l'étape arrière. Durant cette étape, l'erreur est propagée en sens inverse à travers le réseau pour un ajustement automatique des poids et des biais en utilisant un algorithme appelé descente de gradient. Les nouveaux poids et biais sont utilisés dans l'itération suivante avec de nouvelles données. L'idée est de minimiser la perte globale en modifiant les poids et les biais pour, on l'espère, converger. Ces 3 étapes sont réalisées de manière itérative sur des exemples différents avec l'objectif de voir des valeurs, des poids et des biais converger, se stabiliser. Le processus d'apprentissage se déroule en plusieurs étapes appelées époques. À chaque itération, le réseau ajuste ses poids et biais et tente de réduire l'erreur globale jusqu'à ce que la performance atteigne un niveau acceptable, que l'erreur soit suffisamment petite, ou que l'amélioration se stabilise. En résumé, un réseau de neurones apprend à partir de données en ajustant ses paramètres, les poids et les biais, pour minimiser l'erreur sur ses prédictions. Grâce à sa structure en couches et à la rétropropagation, il peut apprendre des relations complexes et abstraites entre les données. Un gros travail de démonstration mathématique a été réalisé pour préciser dans quelles conditions le réseau converge.
Et globalement, et pour faire simple, cela converge dans tous les cas qui nous intéressent. Il existe 3 grands types de réseaux de neurones. Le premier type est le perceptron multicouche. C'est le réseau de neurones de base. Il est utilisé pour faire de la classification, de la reconnaissance de caractères, de la détection de spam, du diagnostic médical à partir de symptômes, de la compression de données, de l'évaluation de risques bancaires, etc. Ensuite, on a le réseau de neurones convolutifs. Ils sont utilisés principalement pour l'analyse d'images, de vidéos, de sons, pour la détection de motifs. Ils servent également au diagnostic médical, à l'analyse de radio, la transformation de sons en texte. Ils servent aussi pour la conduite automatique et la vision par ordinateur. Enfin, on a les réseaux de neurones récurrents. Ceux-ci sont utilisés pour les données séquentielles, comme le traitement du langage naturel ou des séries temporelles. Ils servent à la traduction automatique, la génération de textes, la reconnaissance vocale, la météo, la génération de sous-titres d'une vidéo et bien d'autres choses encore. Comme on le voit, chaque type de réseau est adapté à des tâches spécifiques. Maintenant que l'on a vu comment marche un réseau de neurones dans les grandes lignes, on peut préciser qu'il existe 3 approches principales de l'apprentissage automatique, qui peut être supervisé, non supervisé et par renforcement. Comme on va le voir, ces différents types d'apprentissage sont fonction des données utilisées durant la phase d'apprentissage. Le premier type d'apprentissage est supervisé. Il implique des données qui ont déjà été annotées. On leur associe des descriptions. Par exemple, des milliers de photographies de personnes sont annotées par des humains en décrivant la photo, est-ce un homme, une femme, blanc, noir, souriant, triste, etc. Combinées aux photos, les annotations sont utilisées pour la phase d'apprentissage. Ces annotations sont des métadonnées des images. L'apprentissage supervisé relie les données aux annotations afin de construire un modèle qui peut être appliqué à des données similaires. Par exemple, pour identifier automatiquement des personnes sur de nouvelles photographies. Le second type est l'apprentissage non supervisé. Ici, l'IA dispose d'une quantité de données plus importante que dans l'apprentissage supervisé. Dans ce cas, les données n'ont pas été préalablement annotées, catégorisées ou étiquetées. L'apprentissage non supervisé vise à découvrir des similitudes, des modèles cachés dans les données sans indication de ce qu'il faut chercher, identifier. Les ensembles de données peuvent être utilisés pour classer de nouvelles données. Par exemple, il est possible d'identifier automatiquement les lettres et les chiffres d'une écriture manuscrite en recherchant des modèles dans des milliers d'exemples disponibles. Dans l'apprentissage supervisé comme dans l'apprentissage non supervisé, le modèle obtenu à partir des données est fixe. Et si les données changent, il est nécessaire de refaire la phase d'apprentissage. La troisième approche de l'apprentissage automatique est l'apprentissage par renforcement. Il implique l'amélioration continue du modèle sur la base du retour de l'information, en anglais feedback. En d'autres termes, il s'agit d'un apprentissage automatique dans le sens où l'apprentissage est continu. L'IA reçoit les données initiales à partir desquelles elle élabore un modèle qui est évalué comme correct ou incorrect, et selon le résultat, récompensé ou éliminé, autrement dit gardé ou rejeté. L'IA utilise ce renforcement pour mettre à jour son modèle, puis elle réessaie, se développant ainsi de manière itérative, par apprentissage et évolution, au fil du temps. Par exemple, si une voiture autonome évite une collision, le modèle lui a permis de faire et récompenser, autrement dit renforcer, ce qui améliore sa capacité à éviter à l'avenir des collisions. Autre exemple, si la partie de Go est perdue, l'IA va le prendre en compte pour ne pas reproduire cette situation et éventuellement gagner. Comme on l'a vu précédemment, l'apprentissage automatique est tellement répandu aujourd'hui
qu'il est parfois considéré comme synonyme de l'IA, alors qu'il s'agit en fait d'un sous-ensemble de l'IA. De fait, il existe encore de nombreuses applications d'IA qui n'utilisent pas l'apprentissage automatique, ou du moins, il y a presque toujours une partie de GoFi, l'IA basée sur les règles symboliques, en arrière-plan. Par exemple, de nombreuses applications courantes de chatbot, conversation avec un assistant automatique, sont préprogrammées avec des règles définies par l'homme sur la façon de répondre à des questions anticipées. En fait, on utilise des règles comme les anciens systèmes experts pour la mise en œuvre de règles de grammaire, de calcul arithmétique ou du bon sens. Voilà, c'est la fin du second épisode de la première partie sur les fondamentaux pour comprendre l'intelligence artificielle générative. On se retrouve au troisième épisode pour expliciter plusieurs termes utilisés quand on parle d'intelligence artificielle, comme l'apprentissage profond, les LLM, le fine-tuning et encore d'autres. Voilà, à bientôt. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.